Allô, un 2 toi. On m'entend bien, ça va? Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler des applications Android. Donc, on va voir, quelques trucs qui étaient juste avant. Mais du coup, cette présentation, elle va vraiment, se pencher vers la recherche de vulnérabilités, surtout, axée, à travers le bug bounty. Tout d'abord, je vais me présenter. Alors, moi, c'est Pony, ou Pone with Love. Je suis actuellement étudiante, à l'ESNA de Bretagne, en deuxième année de BTS. D'ailleurs, un grand merci à eux de m'avoir permise d'être là aujourd'hui. À côté de ça, je fais du bug bounty sur Yesuac, depuis l'année dernière. Et sinon, je hante un peu sur Hacker One. La semaine prochaine, la coupe du monde commence et j'ai la fierté d'être, dans cette équipe. Mis à part cela, j'ai un blog, sur lequel je poste parfois des trucs un peu random une fois par an et sinon, j'ai un Twitter si vous voulez me suivre. Pour la table des contenus, elle va être divisée en 3 grandes parties. Donc on va parler d'analyse statique, dynamique et d'exploit et on va rentrer directement dans le sujet du coup. Donc, au niveau de l'analyse statique, dans la conf juste avant, du coup, il y a eu la mention de JADX. On va parler de JADX et APK Tool. Donc, JADX, c'est un outil, en fait, c'est un décompilateur qui existe en CLI et en GUI. Donc là, je vous ai montré une capture d'écran de la version GUI. Donc, c'est vraiment pratique pour jumper entre les fonctions, etc. Et ça permet d'analyser le code assez facilement. Je conseille pas forcément quand on fait de la recherche de vulnérabilité, d'aller directement, plonger dans le code comme ça et de regarder sans même comprendre le fonctionnement de l'application, ça make un peu no sense. À part du coup JADX, il existe, APK Tool, donc c'est aussi, un outil qui va permettre de décompiler l'application. Sauf que là, la particularité d'APK Tool, c'est que ça va décompiler l'APK tout en gardant sa structure de base. Donc on va pouvoir, modifier les informations à l'intérieur, par exemple, donc, edit le manifeste, recompiler l'application et la re-signer pour par la suite, la push à nouveau, sur le device Android. MobFS, c'est, un outil qui est très pratique et qui est soi-disant orienté forensique, mais qui permet de faire de la recon, très pratique pour la recherche de vulnes. Je vous conseille de directement passer par, le Docker parce que sinon c'est assez galère à installer au niveau des dependencies et cetera. Donc MobFS, vous lui donnez une application, une APK, ça va, traiter l'APK pendant quelque temps, ça va la décompiler, faire de la recherche à l'intérieur, checker des mots qui vont un peu être trigger ou non. Donc, je vous ai mis une petite capture d'écran. Donc, ce qui est intéressant avec MobFS, c'est que ça va directement, détecter si l'application contient, une protection, pour vérifier si la device Android sur lequel l'application tourne est root ou non. Donc là, en fait, on le voit, c'est un truc vraiment très, très facile à bypass et assez enfin, pas vraiment safe du coup. Il y a juste, une vérification qui est effectuée sur, des binaires sur file system. Donc là, on voit du coup, bah, voilà, has-been su et cetera. Donc ça va permettre, de comprendre un peu mieux si on a besoin de faire ses propres scripts, Free-T de hooking pour bypasser, cette protection, et émuler sur un device qui est root. Les applications Android peuvent être développées en plusieurs langages. J'ai mis quelques exemples, même si cette liste n'est absolument pas exhaustive. Donc du coup, j'ai ma petite préférence, pour Flutter. Flutter, c'est, du Dart, et Flutter, ça se retrouve pas forcément, dans beaucoup d'applications. Donc tous les langages que j'ai cités ici sont reconnaissables par des particularités qu'on peut, bah, déceler facilement, à travers, JADX par exemple ou, MobFS. Donc j'ai mis quelques-unes de ces particularités. Donc par exemple, le C++ le C# pardon, désolée, a la particularité, d'avoir des points DLL, directement, dans l'application. On les voit, quand on décompile l'APK. Donc aussi ça utilise Xamarin, donc vous pouvez faire un peu des greps, pour voir, s'il y a des keywords, particuliers. J'ai quand même mentionné Java parce que, ben, les applications sont de base, on va dire, développées en Java, mais il y a des frameworks qui ont été, développés et qui sont utilisés pour faciliter le développement d'applications Android et Kotlin qu'on retrouve aussi énormément, qui est plutôt retrouvé pour des applications à plus grosse échelle. Et je vous ai mis un petit exemple what the fuck, parce que des fois il y a des trucs, vraiment chelous qu'on croise. Donc là, c'est un petit exemple où je suis tombée sur du WinDev mobile. Je savais absolument pas que ça existait et pour ceux qui connaissent WinDev, RPZ, les pubs assez agressives. Du coup, maintenant, on va parler d'émulation, parce que voilà, l'analyse dynamique, c'est le plus fun et du coup, il faut forcément passer par, la case d'émulation. Donc là, j'ai mis des captures d'écran, pour, bah, voilà, de l'émulation, mais je voulais vous parler à l'oral qu'il est aussi possible d'utiliser des devices physiques et c'est assez intéressant parce que du coup, vous pouvez soit avoir le choix d'avoir une device qui n'est pas root et qui peut être pratique, par exemple, lorsque vous voulez émuler du Flutter qui ne nécessite pas d'avoir un FreeDA serveur ou d'être root.
Et ça peut être aussi pratique pour avoir une device que vous allez router. Donc, par exemple, avec Magisk, vous pourrez utiliser des plugins qui sont des Zigisk. Et il y a plein de plugins qui sont super utiles et qui permettent d'être directement incorporés au téléphone. Et bref, je vous laisserai chercher, il y a plein de trucs cool. Donc, du coup, au niveau de l'émulation, là, je vais vous parler de Genymotion et de Android Studio. Donc, Genymotion majoritairement, enfin, ça peut aussi utiliser QEMU, mais ça utilise de base VirtualBox si je ne me trompe pas. Et Android Studio, bah, QEMU du coup. La particularité entre les deux, c'est que Genymotion, c'est payant pour Android 14 et je comprends pas trop pourquoi. Alors que Android Studio, ça ne l'est pas. Et Android Studio, vous pouvez choisir vos versions d'API et vous êtes beaucoup plus libre. Il y a beaucoup plus de choix. Une particularité positive, par contre, de Genymotion, c'est qu'avec la version premium, vous pouvez avoir des sortes de gadgets qui vous permettent d'incorporer des nouvelles features. Par exemple, vous pouvez utiliser une webcam externe et ça peut être pratique parfois. Il y a certains programmes de bug bounty ou des applications qui vont nécessiter d'avoir la caméra. Par exemple, pour un petit exemple que je peux citer, une banque où il va falloir se connecter en mettant sa caméra pour trust avec le visage. Vous allez être obligé d'émuler avec une caméra. Donc ça peut être pratique pour ça, mais c'est payant. Petit tips pour les étudiants, Genymotion, si vous êtes étudiant, c'est 50 euros, 50 dollars par an. Donc c'est vraiment cool. Alors, ah, j'ai plus de connexion. Vous m'excuserez. Je me reconnecte juste une seconde, hein, parce que j'ai pas de réseau ici, donc et bien évidemment, c'est pas en local. Hop, hop, désolée, me revoilà. Du coup, pour continuer dans la partie d'analyse dynamique, on va parler naturellement de Frida. Donc la conf d'avant en parlait un peu et bah, on va en reparler du coup. Frida, on va dire que c'est un ensemble d'outils qui va permettre de faire du hooking, du debugging et de l'analyse dynamique. Donc, comment ça marche Frida? Du coup, on va installer le client Frida sur son localhost, enfin, sur son ordinateur local. Donc là, j'ai mis un petit logo de laptop pour imaginer un peu la chose. Et du coup, on va installer le serveur Frida directement sur la device Android. Donc, le Android décide d'être routé et ça s'installe assez facilement avec ADB. On verra après que j'utilise régulièrement ADB. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'au niveau du runtime, le code JavaScript va être envoyé par Frida dans l'application. Et du coup, par le biais d'une connexion entre le serveur Frida et le client, on va pouvoir récupérer et hooker les fonctions. Donc, c'est vraiment la base et c'est très intéressant. Et pour le petit exemple que j'ai montré tout à l'heure avec MobFS, ça peut être utile de hooker par exemple la fonction qui s'occupe de vérifier si les binaires SU existent ou non pour faire croire à l'appareil que du coup il n'existe pas et quand même pouvoir lancer l'application en étant en route. Alors Frida, vous pouvez développer vos codes JavaScript vous-même selon vos nécessités, mais vous pouvez aussi utiliser pas mal de codes qui existent déjà. Donc, il existe le code share de Frida. Donc, c'est une base de données avec pas mal de codes en fait intéressants qui permettent de faire du bypass self-pinning, bypass de nos routes, etc. Il y a vraiment plein de trucs et c'est communautaire donc c'est intéressant. Alors du coup maintenant on va rentrer un peu plus dans le détail du SSL pinning. Donc le SSL pinning c'est le fait de n'autoriser qu'un seul certificat. Euh, donc, ce qui va se passer, c'est que si vous voulez utiliser votre propre certificat pour intercepter les requêtes qui partent de l'Android, de la device vers un serveur, vous ne pourrez pas. Et l'objectif, en fait, dans certains cas, c'est de directement se placer au milieu, donc faire une sorte de man in the middle pour intercepter toutes les requêtes, récupérer le trafic et par la suite pouvoir analyser tout le côté requête HTTPS, HTTP. C'est juste du web derrière, donc ça peut être intéressant de chercher des vulnérabilités dessus et comparer aux scopes classiques en fait, bah, qui sont accessibles classiquement depuis votre browser. Il y a parfois pas mal de vulnes. Les développeurs Android, ils font pas forcément attention à ce qu'ils mettent et des fois il y a des trucs assez intéressants. Donc faire du bypass de self pinning, ça se fait avec Frida à nouveau.
Donc, il peut être possible, par exemple, de hooker la fonction qui s'occupe de dire si oui ou non il est autorisable de mettre d'autres certificats SSL. Et voilà. Alors, je vais vous parler de Medusa, donc c'est un outil que j'affectionne particulièrement et qui est développé par, un gars super cool qui s'appelle Chopin. D'ailleurs, si le bug bounty, au niveau des applications Android vous intéresse, je vous conseille fortement de regarder, les disclose HackerOne, des reports qu'il a fait. C'est vraiment très intéressant. Du coup, Frida, c'est une sorte de méterpréteur, Medusa, pardon, c'est un de méterpréteurs qui utilise Frida. C'est vraiment très très large, mais là, du coup, je vais juste vous en parler dans le contexte du SL pinning et du bypass de nos routes. Donc, ça incorpore en fait directement pas mal de scripts qui sont vraiment intéressants et c'est très très simple d'utilisation, ça marche vraiment comme un méterpréteur. Je vais vous parler de quelques vues, donc quelques vues de mise configuration. Donc c'est vraiment pas du tout exhaustif et je me suis basée sur des labs qui existaient déjà pour faire ces POC. J'ai pas dev une application moi-même ou j'ai pas pris des programmes qui existaient déjà, des applications avec des vraies données. Donc la WebView, c'est quoi? C'est un composant natif d'Android en fait. Donc c'est une sorte de browser dans lequel des pages HTML peuvent être render. Ces pages, en fait, elles sont pas seulement render. Il y a du code qui peut exécuter, par exemple, du JavaScript, et vous sentez le truc venir du coup. Qui dit client-side dit vulnérabilité client-side. Donc, on va dire que la WebView, c'est pas la même définition pour chacune des applications. Ça dépend vraiment de la nécessité du développeur et de l'application. Donc, c'est des fonctions qui vont être définies. Donc là, par exemple, je vous présente la fonction qui s'appelle set JavaScript enable, qui porte bien son nom. Lorsqu'elle est passée à true, du coup, le code JavaScript s'exécute et ça peut donner lieu, par exemple, à des XSS, ce genre de choses. Du coup, voilà. Le Content Provider, qu'est-ce que c'est? C'est un composant Android qui permet de partager et de gérer des choses en fait entre différentes applications. Ça marche sous forme d'une URI standardisée, donc par exemple content.slash. On utilise ces Content Provider pour effectuer par exemple des queries, des requêtes pour par exemple interroger une base de données. Il faut savoir qu'en Android, c'est majoritairement du SQLite qu'il y a derrière. Il y a un petit truc marrant à savoir, c'est que avant Android 12, dans le manifeste, donc juste pour précision, le manifeste c'est un fichier de configuration, c'est un point XML dans lequel il y a plein d'autorisations et plein de permissions qui sont définies. Donc avant Android 12 dans le manifeste, si la définition du content provider n'était pas, on va dire, proprement faite, by design, on pouvait partager, enfin, on pouvait utiliser content provider depuis d'autres applications. Donc ça veut dire que s'il y avait une vulnérabilité qui était accessible depuis un content provider, elle pouvait l'être depuis d'autres applications. Donc c'est assez problématique. Depuis Android 12, du coup, si c'est pas défini clairement, l'application s'exécutera juste pas. Alors maintenant, on va parler d'une vulnérabilité qui est locale, donc c'est la SQL injection, vraiment classique. Donc, qui dit base de données SQLite dit base de données locale directement sur la device Android. Donc là, en fait, pour l'exemple que j'ai pris, j'ai aussi pris un lab. Donc, en fait, quand on ajoute un nom, ça va directement l'ajouter en base de données et il va le stocker. Donc là, je vous ai pris un petit bout de code en fait pour que ce soit assez explicite. Donc, la table student est définie à Web Students et l'objet SQLite Query Builder pardon, est utilisé. Donc, c'est un objet qui contient des fonctions telles que AppendWhere, qui est juste classiquement un where en SQL. Donc là, en fait, le truc tout classique, c'est qu'il y a un ID qui va être concaténé avec une string, donc une input user. Cette input, elle est pas validée, elle est pas échappée, elle est pas contrôlée, il y a absolument rien. Donc, il y a juste une SQLite classique, quoi. Donc cette SQLite, elle est en local, donc elle va permettre de dump la base de données SQLite locale. Et on pourrait se dire que du coup, c'est pas forcément intéressant, il faut avoir accès à l'application. Sauf que dans le contexte du content provider qui est accessible depuis d'autres applications Android, c'est très intéressant, ça fait un scénario qui est très crédible. Il est possible, par exemple, de développer une petite application qui va juste utiliser le content provider, exploiter les SQLite, dump la BD et exfiltrer sur un serveur externe. Donc c'est un scénario qui est assez classique et qui prend pas forcément beaucoup de temps à POC. C'est assez relou de devoir dev une application, mais c'est un scénario. Et c'est vrai que dans le contexte Bug Bounty, les vulnérabilités ont vraiment besoin d'avoir un scénario, surtout ce genre de vuln. Tout ce qui est relatif à la WebView, enfin, ça dépend le contexte, mais pas forcément tout ce qui est XSS et tout, non, mais ce genre de choses. Si.
et sachant qu'il y a quand même pas mal de programmes qui ont assez de mal avec ça, donc si c'est possible d'effectuer, un POC complet avec une application et cetera, c'est intéressant. Je vais vous parler des deep links. Alors, les deep links, ça marche vraiment comme, une URL classique. Ça va permettre d'ouvrir directement dans l'application, un bout de code, en fait, avec des paramètres, par exemple, ou de browser internet, on verra par la suite. Donc, l'objectif du deep link, c'est de, pas sortir du contexte de l'application et du contexte de l'utilisateur et d'effectuer une action, en derrière, on va dire, en quelque sorte. Hem, du coup, les définitions des deep links, sont aussi dans le manifeste, juste pour, précision. Ah oui, juste, du coup, en fait, on voit dans l'intent qu'il y a certaines permissions, par exemple, Android intent, certaines catégories, pardon, par exemple, Android intent catégorie browsable. Donc ça, par exemple, va permettre, au deep link, de faire une requête web. Donc on verra par la suite que c'est intéressant. Alors, on va combiner les deep links avec, les web views. Donc, je vais vous montrer une nouvelle fonction qui s'appelle, set allow file access from file URL. Du coup, cette fonction, en fait, elle permet à la WebView d'allow au JavaScript d'utiliser des fichiers locaux. Donc, en fait, JavaScript va directement pouvoir read depuis un file de .// des fichiers en local. Ça, du coup, c'est un truc qu'on retrouve pas dans les browsers classiques, par exemple Firefox, etc. Mais c'est un comportement qui est propre à la WebView et qui peut être rapidement assez dangereux, surtout avec ce genre de fonctions qui sont un peu dépréciées aujourd'hui, mais qui existent quand même. Donc, là, en fait, là, on voit que data type URI est défini par l'intent que je vous ai montré juste avant. Et là, en fait, il y a une query qui est effectuée avec, avec le paramètre redirect URL. Donc on imagine tout simplement qu'il y a une redirection URL qui s'effectue, donc classiquement l'open redirect. Sauf que la problématique, c'est qu'on pourrait dire qu'il y a juste une open redirect classique, mais dans le contexte de cette web view qui autorise le JavaScript à aller chercher des fichiers locaux avec file de .// c'est très problématique. Parce que du coup, on peut juste, aller get, du content, en local et bah, du coup, on a un gros leak de données. Je voulais finir par, vous dire que du coup, là, la présentation, c'était assez succincte et c'était un peu une introduction pour donner envie aux gens d'aller, dig un peu ce sujet parce que c'est intéressant. Il y a pas tant de personnes que ça qui s'y intéressent. Hem, il existe beaucoup de fonctions. Donc là, je vous ai fait une liste de fonctions. Il y en a pas mal d'entre elles qui sont des pregated aujourd'hui, donc qui sont plus supportées depuis l'API 30. Mais l'API 30, en fait, c'est pas si vieux que ça. Et même si vous trouvez des vulnérabilités, qui sont POC pardon, sur, des versions qui sont un peu anciennes et cetera, ça passe quand même. Enfin, ça dépend de l'ancienneté, mais ça dépend du contexte. Je vous remercie pour votre attention et je voulais particulièrement remercier, un de mes amis qui s'appelle, Seno et qui fait, du bug bounty et qui m'a un peu donné cette envie de m'intéresser à l'Android et aussi du coup, remercier mon école de m'avoir permis d'être ici. Merci de votre écoute. Est-ce qu'il y a des questions? Non, pas de questions? Bon, bah, c'était très clair. Merci beaucoup. Merci.